Le bilan du génocide s'élève à plus de 60 000 morts. Pourtant, l'objectif aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de frapper Gaza, mais de la vider. On cherche aujourd'hui à faire disparaître le peuple gazaoui. Je fais référence au dernier propos de Donald Trump. Écoutez, pour nous, nous n'avons pas pris au sérieux les déclarations de Trump de faire vider Gaza, de faire le ménage à Gaza, exclure tous les Palestiniens, expulser les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie, vers l'Égypte et vers d'autres pays. Les jeunes, avant le 7 octobre, il y avait une vie difficile, il y avait le blocus, il y avait la fermeture de passage, il y avait la pénurie de beaucoup de choses. Mais au moins, à l'époque, il y avait une vie. Mais les jeunes, ils étaient désespérés. Le taux de chômage dépassait 75% chez les jeunes. Il n'y avait pas de perspective pour les jeunes. C'est pour cela les jeunes rêvaient. On peut dire que 60% des jeunes à l'époque rêvaient de partir parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. On a remarqué après cette agression que les jeunes ils sont en train de devenir donc pionniers dans la société civile palestinienne. Ça veut dire les jeunes, ils mènent des projets, ils travaillent. Les Palestiniens, ils ont besoin d'une solution politique. Ça veut dire quoi, solution politique? Une solution politique se résume en trois aspects. D'abord, des élections rapides, parce que nous, on est marre de ce système politique palestinien, la division interpalestinienne. Donc ça, c'est interne aux Palestiniens, c'est la tenue des élections législatives présidentielles. Ça, c'est la demande de la société civile, de la population. Deuxième chose, mettre fin au blocus israélien inhumain, surtout régler les problèmes. Ça veut dire, nous, on a besoin d'une continuité géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Surtout la réouverture de télépassages. Et comme ça, avec notre volonté, avec notre détermination, on pourra rapidement reconstruire Gaza, même si ça va prendre cette fois-ci des années parce que l'ampleur de destruction est massive. Je suis conscient que prendre la parole dans ces circonstances est un exercice difficile. Gaza est en ruine. Vous êtes là au milieu de ce désastre. Alors, je rappelle que vous êtes professeur, écrivain, poète, mais aussi figure de la société civile palestinienne. Vous avez dirigé le département de français de l'université Al-Aqsa. Vous avez toujours défendu la non-violence comme forme de résistance. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles de Middle East Eye, dans une lettre ouverte adressée aux médias français, dans laquelle vous les appelez à ne plus occulter la réalité en Palestine. J'ai employé le passé en décrivant votre poste au sein de l'université. Que reste-t-il aujourd'hui de cette institution? Il ne reste rien. Donc, l'université, comme 11 grandes universités de Gaza, ils ont été détruits totalement, malheureusement, suite à des bombardements intensifs pendant les 15 mois de cette agression horrible contre la bande de Gaza, contre la population civile. Donc, les fonctionnaires, les employés, ils essayent un peu de réparer, mais c'est difficile, notamment après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, mais c'est un peu difficile. Mais malheureusement, donc, les cours se font par Internet virtuellement depuis octobre 2024. Parce que la première année, c'était difficile, mais comme en octobre 2024, on a décidé de reprendre les cours dans les écoles et dans les universités, dans les écoles sur place, avec la création des temples éducatifs, des centres éducatifs, même dans les décombres des maisons détruites et dans des quartiers dévastés, mais pour les universités, c'est virtuellement. Et donc, vous avez repris les cours. Je vous explique. Entre octobre 2023 et octobre 2024, la situation était difficile. Il y avait les bombardements intensifs, il y avait l'insécurité, il y avait l'angoisse, il y avait la peur, il y avait le déplacement forcé d'un quartier dévasté à un autre quartier donc bombardé. Et c'est le cas de tous les Palestiniens, notamment au nord de la bande de Gaza. Et beaucoup d'écoles, ils ont été transformées en centres d'accueil pour les déplacés. Donc c'était difficile, sans oublier la destruction de 325 écoles par les bombardements. Donc, c'était difficile de reprendre des cours. Mais à partir d'octobre 2024, après une année perdue, une année gâchée, la société civile, les intellectuels, les professeurs et surtout les familles, ils ont décidé de reprendre les cours. Donc, il y avait deux types de cours. Il y a des cours sur place dans des conditions donc inhumaines, soit dans les centres éducatifs touchés et visés, soit dans les tentes éducatives au milieu des décombres. Donc, ça montre la volonté des Palestiniens
développer l'éducation comme forme de résistance et comme un enjeu pour l'histoire et pour l'avenir. Et après, il y avait, et ça c'est pour les écoles primaires, pour les élèves et pour les lycéens. Par contre, pour les universités, comme les grandes, il y a 11 grandes universités, 25 collèges et facultés qui ont été détruits et visés par les bombardements, c'est difficile de reprendre les cours. Donc, on a décidé de reprendre les cours virtuellement, soit avec l'aide des collègues en Cisjordanie occupée. Nous, on avait beaucoup de problèmes d'internet, problèmes d'électricité parce que la centrale électrique était détruite totalement en novembre 2024, 23 pardon. Les universités fonctionnent à partir de panneaux solaires et comme actuellement il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a seulement 30% d'électricité qui entre la bande de Gaza parce que les générateurs ils ont besoin des fioul et des carburants qui sont interdits d'entrer par ordre militaire. C'est pour cela on peut dire que les cours virtuellement ils ont repris pour les universités. En général, on peut dire que 75% des étudiants suivent les cours virtuellement parce qu'il y a des étudiants qui perdent leur maison, ils ont des difficultés d'internet, des difficultés de trouver de l'électricité et 83% dans les écoles. Donc, dans le domaine scolaire, il y a 83% des élèves qui ont repris le cours et dans les universités, il y a 75% des étudiants qui ont repris les cours. Donc, ça montre un peu la volonté de ces jeunes de reprendre les cours, surtout une volonté de la famille de pousser les enfants et les jeunes d'apprendre et de poursuivre les cours, même dans des conditions inhumaines. Avant d'aller plus loin, pardon, j'aurais peut-être dû commencer par cela. Permettez-moi de vous adresser mes condoléances au nom de tous les Marocains, musulmans, mais aussi hommes et femmes libres de ce monde qui refusent de détourner le regard. Ce que traverse la population de Gaza aujourd'hui dépasse l'entendement. Alors, depuis le 7 octobre 2023, la bande de Gaza est sous le feu, et ce jusqu'au dernier cessez-le-feu. Des mois d'horreur, de destruction, de massacres au vu et au su de tout le monde. Comment avez-vous traversé cette période? C'était une période très compliquée, très dure, pas seulement pour moi, mais pour toute la population civile. Il y a 2 400 000 Palestiniens de Gaza qui ont vécu donc ce drame, ce carnage avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Donc, si je vais parler personnellement, donc et ça c'est le cas de tous les Palestiniens de Gaza. Donc, entre octobre et décembre 2023, au début de l'agression, donc j'étais chez moi. C'est vrai, il y avait des chars israéliens qui sont arrivés jusqu'à chez nous dans mon quartier. Ils ont envahi mon quartier en novembre 2023. Mais entre octobre et novembre, je suis resté 2 mois dans le quartier et j'avais un peu d'électricité. Donc, il y avait les bombardements intensifs. Comme palestinien, donc je faisais mon devoir de témoigner, d'envoyer des articles, sur les réseaux sociaux, pour les médias francophones, y compris des chaînes de télévision et de radio au Maroc qui m'ont interviewé sur la situation actuelle dans la bande de Gaza. Après, en décembre 2023, malheureusement, l'armée de l'occupation il a bombardé mon immeuble et j'ai perdu mon frère et sa famille, surtout la destruction de mon appartement. Merci beaucoup. Et tout le quartier. Après, j'étais obligé entre décembre 2023 et juillet 2024 à faire des déplacements forcés, donc 5 fois, d'un quartier dévasté à un autre occupé, envahi par les chars et les blindés. Et c'est à partir de juillet que je me trouve avec 64 personnes dans un immeuble, dans une situation donc difficile. Et c'est le cas de tous les Palestiniens. Donc, il y avait 5 aspects très importants. Donc, il y avait la destruction massive, il y avait la peur, il y avait l'angoisse, il y avait l'incertitude, il y avait l'inquiétude. Et en dehors de ça, donc, il y avait les bombardements intensifs, il y avait les déplacements forcés. Il y a encore la famine, parce que moi, j'étais parmi les 600 000 Palestiniens qui habitent le nord dans la bande de Gaza. J'habite dans la ville de Gaza, le nord de la bande de Gaza, qu'on a refusé de partir parce que l'occupation, elle a averti la population. Donc, à l'époque, il y avait 1 600 000 Palestiniens qui habitaient le nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire la ville de Gaza et les secteurs de Jabalia, Beth Hanoun au nord. Et il a demandé aux habitants. Donc, il y a 900 000 qui ont quitté. Heureusement qu'ils sont revenus après l'accord de cessez-le-feu le 19 janvier. Mais les 600 000, comme moi, on a décidé de rester et l'occupation pour ne punir, pas seulement il a envahi le nord, pas seulement il a mis la pression avec les bombardements, mais il a essayé de mettre la pression en interdisant l'entrée des aides humanitaires. Donc il y avait une vraie famine
Nous avons souffert pendant 3 mois où il n'y avait rien sur le marché. Les produits alimentaires étaient introuvables et très, très, très chers. Donc, nous, on était obligés à manger des herbes, mais la nourriture, c'est un élément très important, mais c'était le plus important pour nous, c'était la sécurité pour nos enfants et surtout trouver un lieu pour trouver une sécurité pour nos enfants, même si personne n'est à l'abri à Gaza. Donc, la situation était dramatique entre octobre 2023 et janvier 2025. Donc, c'était 15 mois d'horreur absolue. C'est seulement après l'entrée en vigueur de le 19 janvier 2025, d'accord d'échange de prisonniers, qu'il y avait une petite amélioration. Oui, je vous écoute. Et là, vous êtes toujours au nord? Oui, oui, j'ai jamais quitté. Moi, je suis de Gaza, j'ai jamais quitté. Je suis toujours au nord, dans la ville de Gaza. D'accord, très bien. Alors, Gaza aujourd'hui est une ville éventrée où plus rien ne fonctionne. Plus de la moitié des habitations sont détruites. Selon plusieurs rapports, plus de 60% des infrastructures ils sont en ruine, hôpitaux, écoles, vous venez d'en parler. Et derrière ces décombres, bien entendu, il y a des vies, des familles qui survivent déjà, qui survivaient déjà sous blocus avant qu'il n'y ait cette guerre. Dites-nous un peu à quoi ressemble aujourd'hui, pas en chiffres, pas en constat, mais dans la réalité de ceux qui vivent, de ceux qui essaient encore de tenir. À quoi ressemble aujourd'hui Gaza sans eau, sans électricité et sans accès aux soins? Écoutez, pour nous, rien ne semble changer. Donc, il y a toujours le blocus, il y a toujours les violations israéliennes de cet accord de cessez-le-feu. Entre le 19 janvier et hier, donc le 6 mars, il y avait 60 Palestiniens qui ont été assassinés et 36 blessés par l'occupation, par les bombardements. Au niveau de la nourriture, il y avait une petite amélioration au début, mais depuis une semaine, l'occupation ferme toutes les frontières et interdit l'entrée des marchandises et des aides humanitaires internationales. Donc, Gaza aujourd'hui, donc, c'est pas seulement un champ de ruines, mais Gaza est devenu un souvenir. Un souvenir pour tous les Palestiniens de Gaza. Je pense les deux aspects très positifs, c'est le retour de 900 000 Palestiniens après l'accord de cessez-le-feu de sud vers le nord. Donc, c'était une réponse au plan de Trump. Ici, notre terre ne le partiront pas. Ça montre la résilience, l'attachement des Palestiniens à leur terre, même si actuellement ils vivent à côté de ruines de leurs maisons, au milieu des décombres de leurs maisons détruites. Mais au niveau de la nourriture, donc il n'y avait pas vraiment une grande amélioration pour la population, surtout au nord. Même après l'entrée en vigueur de cessez-le-feu, il y avait seulement 80 à 90 camions qui entraient au lieu de 300 privés selon l'accord de cessez-le-feu. Donc aujourd'hui, Gaza, donc le retour massif de 900 000. Il y a la vie qui reprend lentement, c'est avec beaucoup de difficultés. Il y a une volonté de reprendre. Il y avait des cafés, des restaurants, des magasins qui s'ouvrent, mais avec beaucoup de difficultés. Mais en général, les Palestiniens de Gaza, ils ne réparent pas leurs maisons visées partiellement, parce que les maisons détruites totalement, c'est difficile, parce que le matériau de construction ne passe pas. Mais les gens, parce qu'il y a un sentiment d'inquiétude, ils ne savent pas comment, il n'y a aucune perspective pour l'avenir, ils ne savent pas qu'est-ce que va se passer dans les jours, voire les mois qui viennent. C'est pour cela, avec les violations israéliennes, avec la non-application de l'accord, c'est pour cela il n'y a pas une réparation. Mais les gens, ils sont toujours là. Ils essaient de mener une vie, la vie reprend lentement, et c'est avec beaucoup de difficultés. L'essentiel pour nous, c'est rester attaché à nos maisons. Même si Gaza, rien ne fonctionne, il n'y a pas de service. Donc, il y a une pénurie de médicaments et la faillite du système de santé. Imaginez-vous, dans le Nord, il n'y a aucun hôpital qui fonctionne. On a des centres médicaux, des cliniques, parce que les 5 grands hôpitaux dans la ville de Gaza et dans le Nord, ils ont été visés, bombardés, ils sont devenus hors service. Il y a une pénurie de médicaments. Rien ne passe, il n'y a pas de médicaments. Et si vous tombez malade, vous ne pouvez pas faire des analyses parce qu'il n'y a pas de laboratoire. Après, il y a la pénurie de l'eau potable. Donc, il y a 975 puits d'eau qui ont été donc visés et détruits. Et maintenant, les puits d'eau, ils ont besoin des carburants et des fioul qui ne passent pas. Donc, il y a une pénurie des médicaments, il y a une pénurie de la nourriture, il y a une pénurie de l'eau potable. Il y a une adaptation avec un contexte très difficile, mais voilà, la vie reprend lentement, mais voilà, on essaye de survivre. Alors, le bilan du génocide s'élève à plus de 60 000 morts. Pourtant,
L'objectif aujourd'hui, il s'agit plus seulement de frapper Gaza, mais de la vider. L'ONU temporise pour sa part, la communauté internationale parle de drame humanitaire, mais sur le terrain, bon, ce qui se joue est bien entendu plus brutal. Et il faut qu'on se le dise, on cherche aujourd'hui à, à faire disparaître le peuple gazaoui. Une stratégie assumée aujourd'hui par Israël, par la nouvelle administration américaine. Et je fais référence aux derniers propos de Donald Trump, qui entend vous chasser de votre terre. C'est c'est jupitérien, j'ai presque envie de dire. Et quel est votre état d'esprit en parlant de volonté? Tout à l'heure, vous avez parlé de volonté. Quel est votre état d'esprit? Comment tenez-vous au moment où le monde entier vous tourne le dos? Écoutez, pour nous, nous n'avons pas pris au sérieux les déclarations de Trump de faire vider Gaza, de faire le ménage à Gaza, de exclure tous les Palestiniens, expulser les Palestiniens de Gaza vers la Jordanie, vers l'Égypte et vers d'autres pays. Donc nous n'avons pas pris au sérieux parce que pour nous, notre réponse était par trois éléments très importants. D'abord, on se dit à Gaza que 15 mois d'horreur absolue, de massacres, de crimes, de génocide, de destruction, de morts, et malgré ça, les Palestiniens, ils sont toujours là. Et comme on voit maintenant avec l'accord de cessez-le-feu, avec cette amélioration, qu'on va partir. Donc, notre message, ici, notre terre, nous ne partirons pas. Ça, c'était notre message très fort aux déclarations de Trump. Deuxième aspect très important, pourquoi nous n'avons pas pris au sérieux les déclarations de Trump? Parce que ces déclarations provocatrices, ils entrent dans le cadre de ces déclarations, pas seulement contre Gaza, mais contre le Panama, contre la Colombie, contre le Mexique, contre l'Europe. Donc, c'est pour cela nous n'avons pas pris en sérieux. Mais, troisième aspect, notre force, notre détermination, et surtout le retour massif de 900 000, parce que ces Palestiniens qui habitaient le sud, au début de l'agression, c'était pas comme le nord. Le nord, il y avait les bombardements, mais il y avait la faillite du système de santé, il n'y avait aucune organisation internationale, il y avait la famine. Au sud, il y avait quelques organisations internationales, il y avait des hôpitaux qui fonctionnent, c'est pas comme mais le retour de 900 000 déplacés palestiniens de Gaza, à partir du 19 janvier, à leurs maisons détruites, à leurs quartiers dévastés, après l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu, c'est une réponse très forte. Même si ces 900 Palestiniens, ils étaient sur le choc parce qu'ils ont trouvé leurs maisons détruites, leurs quartiers dévastés, mais au moins, c'était un message très fort. C'est un numéro un. Je pense la volonté des Palestiniens de reprendre la vie, c'était une deuxième réponse très forte. Ça veut dire la réouverture des restaurants, des cafés, des magasins, même qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc ça voilà. Et vivre en pleine ruine, donc c'était une réponse. Mais la troisième réponse que je trouve très efficace, c'est la réouverture des écoles. C'est reprendre les cours, soit à l'université, soit dans les centres éducatifs, par les Palestiniens de Gaza et par les familles qui poussent derrière. Donc ça, c'est une réponse très forte. Donc voilà les trois réponses très fortes et très efficaces aux déclarations de Trump. Même si aujourd'hui, il y aura par la force, on va forcer les Palestiniens à partir, je pense même pas de 7 à 10% des estimations qui vont partir. Ça veut dire des gens qui sont fatigués, qui sont malades, qui sont horrifiés par l'ampleur de cette agression de 15 mois, mais il n'y a même pas 10% maximum de la population civile de Gaza qui veut partir. La majorité, voilà. Et on a un phénomène très important à souligner, qu'on a les jeunes. Par exemple, moi, comme professeur de français, je travaille avec les jeunes. Je travaille avec les jeunes dans trois domaines. Soit à l'université, dans les cours, on fréquente les jeunes au quotidien, soit à travers les projets que je mène pour les diplômés de français, parce qu'en dehors de mes fonctions à l'université, j'essaie de trouver du travail pour les diplômés, donc on essaie de faire des formations pour eux, on essaie de trouver du travail dans les institutions et les écoles, les universités de Gaza. Et troisième aspect, je fais beaucoup d'activités de bénévolat dans la société civile. Comme je suis membre actif de la société civile, on essaie d'accompagner les jeunes. Donc, je suis en contact au quotidien avec les jeunes. Les jeunes, avant le 7 octobre, Gaza était donc pas comme aujourd'hui. Il y avait une vie difficile, il y avait le blocus, il y avait la fermeture de passage, il y avait la pénurie de beaucoup de choses. Mais au moins, à l'époque, il y avait une vie. Mais les jeunes, ils étaient désespérés. Le taux de chômage dépassait 75% chez les jeunes.
il n'y avait pas de perspective pour les jeunes. C'est pour cela les jeunes rêvaient, on peut dire que 60% des jeunes à l'époque rêvaient de partir parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. On a remarqué que après cette agression, que les jeunes ils sont en train de devenir donc pionniers dans la société civile palestinienne. Ça veut dire les jeunes, ils mènent des projets, ils travaillent. Et beaucoup des jeunes, ils veulent pas partir, ils ne veulent pas partir, ils veulent rester. Donc ça, c'est un constat qu'on a remarqué, que les jeunes qui étaient désespérés et ils voulaient partir à tout prix. Mais maintenant, ils voulaient rester. C'est pour cela maintenant, presque 90% des petits projets sont menés par les jeunes. Ce sont les jeunes qui sont actifs dans les centres médicaux comme bénévoles, dans les associations. Et ils mènent des petits projets, ils vendent les sandwichs, les poissons dans les rues, ils ouvrent des magasins, ils mènent des projets, donc voilà, avec peu de moyens. Et donc aujourd'hui, ce sont les jeunes qui dirigent donc la nouvelle tendance politique. Et ça nous rassure nous pour l'avenir. Donc voilà, en général, Intéressant. les réponses de la jeunesse et des Palestiniens aux déclarations de Trump et à tous les plans régionaux et internationaux qui visent à liquider la cause palestinienne. Intéressant. Donc, on retient un profond attachement à votre terre et une dynamique portée par la jeunesse qui, aujourd'hui, est pionnière sur la scène civile par rapport au cessez-le-feu. Qu'est-ce qui a changé depuis concrètement? Après, là, il y a eu évidemment la libération d'otages, etc. Mais est-ce qu'on peut parler d'un répit? Moi, je pense qu'il y a trois éléments de réponse. La première réponse, rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza. Ça, c'est la vérité, c'est le constat de, voilà, donc la vie est toujours difficile, il y a la pénurie, la fermeture de passage, il n'y a rien sur le marché. Ça, c'était, voilà. Deuxième élément, c'est vrai au début de l'application de l'accord, parce que les échanges des otages et des prisonniers, on a constaté une petite amélioration. Ça veut dire qu'il y avait quelques, par exemple, dans le nord de la bande de Gaza, avant l'accord de cessez-le-feu, il y avait de 3 à 6 camions qui entrent par jour pour 600 000 personnes. Aujourd'hui, après l'accord de cessez-le-feu, donc le nombre de camions qui entrent, soit pour les marchandises, soit pour les organisations internationales, il a augmenté à 80 jusqu'à 90. Donc, il y avait une petite amélioration. On a Mais constaté que, juste de la nourriture, il n'y oui, a pas de matériel de construction, évidemment. voilà, il n'y avait rien, seulement il n'y a pas ni matériel, ni équipements médicaux, ni fioul, Mhm. ni carburant, Voilà, ni panneaux solaires, mhm. ni équipements, seulement la nourriture. Donc, on a D'accord. constaté qu'il y a une petite amélioration. Il y avait davantage de produits alimentaires sur le marché et les prix, il a beaucoup baissé, même s'il reste très cher parce que le nombre de camions sont limités. Mais par rapport à l'avant de l'accord de cessez-le-feu, parce que je vous donne deux ou trois exemples concrets. Un kilo de tomates, un chiffre horrible, avant le cessez-le-feu coûtait 300 euros. C'est jamais vu parce qu'il n'y avait rien, les terrains agricoles ils ont été détruits, rien ne passe. Aujourd'hui, le kilo de tomates, il est passé à 5, à 6 euros. C'est très cher par rapport à 30 centimes avant le 7 octobre, mais il y avait une petite amélioration. Un kilo de sucre ou un kilo de riz coûtait avant le cessez-le-feu 75 euros. Aujourd'hui, de 5 à 6 euros. Donc, il y avait une petite amélioration. Il y avait même les prix ont baissé, mais il reste très cher parce qu'il y a toujours la pénurie. Donc ça, numéro un. Mais comme vous avez dit, il y a seulement la nourriture. Donc, il y avait une petite amélioration, mais il y avait une liste de 130 produits qui ne passent pas, comme les matériaux de construction, comme les fioles, le carburant, comme les équipements médicaux, comme les équipements pour la réparation des routes et des voilà. Et donc nous, on a constaté que les services, par exemple municipaux, ils sont bloqués, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas réparer. La société de communication ne peut pas réparer les réseaux de communication. La société d'électricité ne peut pas réparer les câbles donc détruits par l'occupation. Donc voilà, rien ne semble changer. Mais au moins, il y avait les retrouvailles. Les gens déplacés sont retournés dans leur maison. Donc après, depuis samedi dernière, depuis une semaine, il y avait une fermeture totale de tous les passages. Donc maintenant, les prix alimentaires, nous sommes en moins plein de Ramadan, les prix ils ont augmenté, les produits alimentaires sont introuvables, mais il y a une forte adaptation avec le contexte. Nous, les Palestiniens, nous cherchons une solution politique. On n'a pas besoin que chaque fois, chaque année, chaque 2 ans, il y a une agression horrible, même si cette dernière était plus dure, plus compliquée pour tous les Palestiniens sur tous les niveaux.
Mais pour nous, nous cherchons une solution politique pour mettre fin, ça veut dire la fin de blocus, la reconstruction de Gaza, la continuité géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Mais tant que le monde officiel ne bouge pas, tant que l'occupation continue ses plans pour liquider la cause palestinienne, donc les Palestiniens, ils vont continuer de souffrir. C'est le cas. Donc c'est la souffrance au quotidien pour tous les Palestiniens, même après l'entrée in figure. La seule chose positive, c'est l'arrêt des bombardements, même si quelquefois l'occupation viole l'accord et assassine et bombarde, mais en général, il n'y a pas des bombardements intensifs comme avant le 19 janvier. Donc ça, c'est une petite amélioration pour nous. Au moins, on peut sortir le soir, par exemple. Auparavant, c'était à 5 heures du soir, donc l'après-midi, tout le monde restait chez lui, ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les risques, les bombardements, les avions militaires et les chars. Mais actuellement, donc, il n'y a plus de chars dans les villes. Les chars sont à l'extérieur des villes. Et donc, les gens ils peuvent se déplacer le soir pour les visites familiales, pour les cafés, pour les restaurants. Donc, il y avait une petite amélioration. La vie reprend lentement, mais en général, il n'y a pas une grande amélioration selon les espérances de ces Palestiniens. J'ai vu sur certaines séquences vidéo qu'il y a quelques personnes qui commencent à reconstruire. On évoque des milliards d'aides. Mettons que Gaza reste sous blocus. Je me pose la question de savoir comment reconstruire, alors qu'il y a cette épée de Damoclès qui peut s'abattre à tout moment. La reconstruction de Gaza, ça demande une volonté politique. Pour le moment, il n'y a pas une volonté politique, y compris des pays arabes. C'est vrai, avant-hier, il y avait la Ligue arabe qui s'est réunie au Caire, qui a décidé un plan de 53 milliards de dollars pour la reconstruction de Gaza, et un gouvernement de technocrates qui va gérer la bande de Gaza, des personnalités de la société civile, mais c'est insuffisant. Pour nous, le plus important, c'est le concret. Comme je viens de dire, nous, les Palestiniens de Gaza, nous aimons beaucoup la vie. On a envie de reconstruire, de mener des projets. Avant le 7 octobre, pour vous donner des exemples concrets, il y avait 3 mots qui circulaient dans la bande de Gaza. La vie, l'espoir et la paix. On a des associations, on a des cafés, des restaurants, des magasins qui s'appellent soit l'espoir, soit la paix, soit la vie. Donc, ça montre un peu qu'il y avait une volonté. Voilà. Et il y a toujours un sentiment de nostalgie des Palestiniens de Gaza, toujours de dire qu'il y avait un sentiment de nostalgie d'avant le 7 octobre. Même s'il y avait le blocus, il y avait les difficultés, mais au moins, avant le 7 octobre, il y avait une vie difficile, mais une vie dans une cage, une vie dans une prison à ciel ouvert, mais il y avait une vie. Aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Gaza, c'est un champ de ruines. Mais pour reconstruire de Gaza, les Palestiniens, ils ont la volonté. Ils ont la volonté de reconstruire. Ils ont déjà prouvé plusieurs fois leur volonté de reconstruire la bande de Gaza. Mais nous avons besoin des garanties internationales, nous avons besoin des décisions de la communauté internationale et surtout une solution politique. Parce que, imaginez, entre 2009 et 2023, il y a eu 5 grandes agressions. Celle de 2009, 2012, 2014, 2021 et 2023. Et donc, après chaque agression, il y avait quoi? Pendant l'agression, il y avait une mobilisation plus ou moins internationale et médiatique. Tout le monde s'intéresse à Gaza, qu'est-ce qui se passe, les événements. Mais personne s'interroge sur le fond, sur les questions de fond, c'est-à-dire les raisons de ça. Personne ne parle de blocus, personne ne parle de fermeture de frontières, personne ne parle d'absence de perspective pour les jeunes. Tout le monde évoque donc les événements tels de l'Europe. L'agression, la mort, la destruction. Après chaque agression, il y a quoi? Il y a des pays qui aident, voilà, qui donnent qui offrent des aides, qui offrent des milliards pour les Palestiniens. Et les Palestiniens, avec leur volonté, ils essaient de reconstruire. Mais tant que les problèmes de fond, ils ne sont pas réglés, comme le blocus, comme l'absence, voilà, les Israéliens attaquent de nouveau la bande de Gaza. Et on a vu ça en 15 ans. Il y a eu beaucoup d'agressions et beaucoup d'offensives. Tous les 2 ans, tous les 3 ans, voilà, avec des morts, des destructions. Donc ça, c'était malheureusement la réalité, le constat. Nous, pour ne pas répéter tout cela, les Palestiniens, ils ont besoin d'une solution politique. Ça veut dire quoi, solution politique? Une solution politique se résume en 3 aspects. D'abord,
des élections rapides, parce que nous, on est marre de ce système politique palestinien, la division interpalestinienne. Donc ça, c'est interne aux Palestiniens, c'est la tenue des élections législatives présidentielles. Ça, c'est la demande de la société civile, de la population civile. Deuxième chose, mettre fin au blocus israélien inhumain, ça numéro 2. Et surtout, régler les problèmes. Ça veut dire, nous, on a besoin d'une continuité géographique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et surtout, la réouverture de télépassages. Et comme ça, avec notre volonté, avec notre détermination, on pourra rapidement reconstruire Gaza, même si ça va prendre cette fois-ci des années parce que l'ampleur de destruction est massive. Nous cherchons une solution, pas seulement une solution provisoire comme il propose la communauté internationale, y compris l'Europe et la Ligue arabe et les Nations unies, mais nous cherchons une solution durable, ça veut dire pour arriver à une paix juste et durable. Parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura jamais une solution militaire. Et la violence n'engendre que la violence. La seule solution, c'est la paix, mais la paix dans la justice et l'application du droit international. Je pense que si la communauté internationale veut vraiment régler les problèmes de Gaza, il faut que la communauté internationale intervienne en urgence pour sauver le processus de paix. Il est en plein échec. C'est ça notre demande. Donc, les Palestiniens de Gaza aujourd'hui ne réclament pas la Lune, mais les Palestiniens ils cherchent l'application du droit international. Et voilà la demande légitime du peuple palestinien. Professeur Ziad Beddor, merci d'avoir pris le temps de témoigner. Avec plaisir. Vous êtes évidemment le bienvenu sur cette chaîne. Et au plaisir de vous rencontrer. Avec plaisir. Pour d'autres occasions, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Nombre d'entre vous s'interrogent sur la manière de venir en aide à la population de Gaza depuis le Maroc ou d'ailleurs, peu importe votre ancrage. Je viens d'entrer en contact avec la fondation Ummati, une fondation engagée corps et âme dans l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza. Ummati est une organisation humanitaire internationale musulmane qui tourne entièrement grâce au bénévolat, avec une empreinte dans 14 pays, dans 3 continents, dans le continent africain d'ailleurs. La fondation est gérée par des gens sérieux qui s'engagent à fournir nourriture et médicaments auprès de la population de Gaza. Je vous invite à soutenir leur mission, à montrer que même dans les moments les plus sombres, la solidarité peut faire toute la différence. Je vous laisse avec une brève présentation de la fondation. Nous sommes ici du côté égyptien de la frontière. Dans cet entrepôt, Ummati collecte et organise vos dons qui sont envoyés ensuite vers le point de passage de Rafah. Les aides sont diverses. Chaque camion peut contenir jusqu'à 1100 colis alimentaires ou bien plus de 20 tonnes de farine. C'est-à-dire que chaque camion peut fournir de l'aide à des milliers de personnes à Gaza. Tout cela grâce à vos dons.